Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans cette sixième édition de la Smile at Work Week. Alors, nous sommes Victoria et Marie chargées de communication marketing chez Multibureau et aujourd'hui, on vous présente du coup Sophie, qui est sophrologue spécialisée dans la gestion du stress, les problèmes de sommeil et la prévention du burn-out. Mhm. Et donc, voilà, au cours de ce webinaire, elle vous aidera à mieux comprendre les mécanismes liés au stress pour les combattre et gagner en efficacité. Donc voilà, on laisse la parole à Sophie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va parler de stress aujourd'hui. Alors, c'est un sujet très, très dense. On va essayer, on le disait il y a un instant, hein, je dis juste pour les personnes qui viennent de se connecter, on va essayer d'aller dans le cœur du sujet le plus rapidement et de manière la plus pertinente possible. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner des grands points de repère, en fait, pour comprendre un petit peu les mécanismes du stress. Peut-être que pour certains, ce sera déjà connu, auquel cas peut-être de l'entendre différemment avec d'autres pistes et d'autres manières de l'expliquer. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein, on ne l'a pas dit, mais tout au long du webinaire, dans le chat, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je ne les verrai peut-être pas tout de suite parce que je vais devoir aller regarder la présentation et regarder le chat. Mais peut-être que Marie et Victoria, vous pouvez me dire s'il y a Oui, des questions. oui. Nous, on a accès aux questions-réponses, donc on vous les dira directement, Sophie. Voilà. Ok. Hein, donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, puisque c'est une séance qui est vraiment pour vous. On va voir un petit peu que le stress, c'est différent pour chacun. Donc, n'hésitez pas à poser les questions qui concernent vos situations, peut-être, et qui, à mon avis, intéresseront aussi d'autres personnes. Donc, sentez-vous tout à fait libre de poser les questions que vous avez envie de poser. Donc des grands points de repère et puis quelques pistes aussi de choses peut-être à mettre en place. Alors, je vous le disais un instant, on est tous déstressés différents, donc on verra un petit peu qu'il y a différentes natures de pistes à mettre en place. Et puis, je crois que ce webinaire sera suivi d'autres webinaires également qui viendront tout à fait en complément. Donc, je pense qu'ici, c'est un petit peu aussi une introduction de ce que vous pourrez voir plus en détail dans d'autres webinaires tout au long de la semaine, hein, si j'ai bien retenu Oui, oui, tout à le fait. déroulé des événements. C'est bien ça. Voilà, donc alors sans transition, je vais commencer par voir un petit peu si vous voulez répondre dans le chat. On va voir un petit peu ce que c'est que le stress déjà. Alors, je vais vous passer la définition de l'OMS et puis j'y reviendrai dans un instant. Mais est-ce que, j'ai un petit peu de mal à dérouler les slides, j'espère que pour vous c'est bon, mais juste pour voir un petit peu quelles sont aussi les connaissances là dans les gens qui sont là aujourd'hui, puisque je ne vous connais pas. Est-ce que pour vous, le stress est une réaction naturelle de l'organisme? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est que le stress? Je vais vous le définir dans un instant, mais est-ce que certains auraient déjà une petite idée peut-être de ce qu'est le stress et si c'est une réaction naturelle de l'organisme? Alors, Ou si- il y a une si- personne, Gabrielle Simos, qui pense que c'est vrai. Mhm. Il y a deux personnes, attendez, qui lèvent la main. Nadia, ouais, pour Alors, Coralie, vas-y. c'est vrai aussi. Ouais. Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai. Le stress est avant tout même une réaction tout à fait naturelle de l'organisme. C'est une réaction en fait simplement de réagir à un danger. En fait, le stress, donc c'est avant tout une réaction physiologique. Ça se passe avant tout à l'intérieur de nous, vraiment au niveau de notre physiologie, de notre biologie. Et pourquoi je vous précise ça? Parce que souvent on a l'impression que le stress c'est un truc un peu, voilà, je suis stressée, mais on a du mal à vraiment le définir. Et en fait, le stress, ça naît du fait qu'on soit dans un environnement, dans une situation ou un contexte dans lequel on a l'impression qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à ce qui est en train de se passer. Et donc de là, ça peut concerner tout un tas de situations. Vous pouvez vraiment le décliner en fonction de ce qui se passe dans vos vies, mais ça peut être aussi bien j'ai un truc à faire, j'ai pas le bon logiciel, stress qui monte. J'ai une conférence à faire, j'ai pas une bonne connexion internet, stress qui monte. Ça peut être je dois faire face à un client un petit peu compliqué, j'ai ni le temps à ce moment-là, ni la bonne disposition émotionnelle à ce moment-là, je suis déjà un petit peu tendue, donc j'ai l'impression que je vais pas réussir à faire face de manière sereine. Tout ça, ça nous met en situation de stress. Et le stress, c'est avant tout la réaction physiologique qui va naître du fait d'être dans ce contexte. C'est toujours une interaction entre un environnement et un individu. Donc, il y a autant de stress que de stressés et il y a autant de coups de stress qu'il y a de situations. Alors, ça, c'est un mécanisme qui est physiologique, qui est le même chez tout le monde. On est construit sur la même mécanique et qui ensuite se décline de manière tout à fait individuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que une fois qu'on est dans ce contexte qui nous met
en stress, hein, si on était tous sur une île déserte, mais qu'on avait aussi suffisamment de quoi subvenir à nos besoins, un minimum d'entourage social et que la météo est bonne, il n'y a pas tellement de raisons qu'on soit stressé. Sauf si on pense peut-être à quand on va retourner au travail. Mais en imaginant qu'il n'y ait pas tout ça, dans ce contexte-là, il n'y a pas vraiment de raison de stresser. Mais une fois que le stress est là, peut-être dans une réunion importante, vraiment la raison, peu importe, la réaction qui va se créer, c'est une montée de ce qu'on appelle les hormones de stress qui est faite pour nous faire réagir, pour nous faire peut-être soit nous concentrer, soit trouver une solution. Donc, on va commencer à avoir une réaction mentale, par exemple. Hein. Donc, ça peut se transformer en rumination, mais le processus, lui, il est tout à fait normal. Hein, ça va aussi nous provoquer peut-être des émotions. Donc, on va avoir peut-être une émotion de peur parce qu'il y a quelque chose là qui nous dit « Oh là, je ne sais pas comment je vais gérer ce truc-là ». C'est absolument normal. C'est pour nous mettre en action, pour nous permettre de réagir. Mais en soi, c'est tout à fait physiologiquement normal d'être stressé, pas du tout négatif. Et d'ailleurs, si on n'avait pas de stress, en fait, on ne serait même pas là en train de discuter et on souffrerait peut-être d'un autre problème qui est ce qu'on appelle l'hypostress parfois aussi, qui peut s'apparenter, par exemple, à l'état extrême, bah, des gens en dépression, par exemple, hein, quand le système nerveux s'est complètement éteint là, et qu'on a même de la difficulté à se remettre en action. Le mode stress, c'est un mode action, ni plus ni moins en réalité. Hein. Donc, on le déclinera un petit peu et voir ce qu'on peut y faire. Alors là, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, en fonction des gens qui sont là, est-ce que vous avez l'impression d'arriver à vous habituer au stress? C'est-à-dire, est-ce que peut-être certains d'entre vous se disent qu'ils ont des techniques ou des manières de gérer leur stress qui font que finalement, ils sont toujours un petit peu sous stress, mais qu'ils arrivent à s'y habituer. Alors, est-ce que pour vous, on s'habitue au stress? Alors, Est-ce que c'est... Ouais, allez-y, dites-moi un pour, petit peu s'il y a pour Gabriel, Cyril, non. Ouais, non, eux, ils répondent que non. des... Ouais. Ben, ils ont raison. En fait, ça peut être une impression. C'est quelque chose qui revient très, très souvent, notamment quand on regarde un petit peu les situations individuelles de chacun en séance. Beaucoup de gens me disent, mais c'est fou parce qu'en fait, au fur et à mesure, moi j'ai l'impression que c'est tout, je fonctionne comme ça maintenant et j'ai du mal à sortir de ce stress. Finalement, je suis habituée. Alors, c'est une fausse habituation en réalité, et ça, c'est important de bien comprendre ce mécanisme-là. C'est que c'est en réalité un mécanisme de résistance qui est en train de se passer, et c'est celui où on ne veut pas rester trop trop longtemps. Mais comme on est globalement assez bien résistant, le corps est très bien fait qu'en fait, on sait résister à ce stress-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, un coup de stress, ça va nous mettre dans ce qu'on appelle un état d'alerte, de vigilance, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement, et c'est tout à fait normal. Donc, on va capter dans notre environnement. Alors, les signaux peuvent être aussi variés qu'il y a de situations. Ça peut être aussi bien, tout d'un coup, il y a un gros bruit dehors, et puis, hop, je me mets en état d'alerte jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était rien du tout, et que je redescends, et vous voyez que ma respiration était complètement automatique de se mettre en stress. Là, il y a eu un truc qui est monté un petit peu vers le haut, qui s'est coupé, et puis, non, en fait, c'était rien. Mais la même chose peut se produire avec un client difficile qui vous appelle, et puis si on décompose un petit peu ce qui se passe, on voit le numéro, on est déjà un petit peu comme ça, et puis finalement on reste un petit peu en apnée. Alors ça peut être OK si c'est juste sur un petit coup de fil de 5 minutes, sauf qu'en général, les conséquences, elles vont durer. Hein, avec l'état d'alerte, ben, on va rentrer dans ce qu'on appelle un état de résistance, c'est-à-dire qu'on ne redescend pas tout de suite de ce stress. Il n'y a pas tout de suite ah, bah ça va, en fait, c'était rien, c'était juste un client un petit peu difficile. En général, la tension, alors aussi bien L apostrophe attention que là, plus loin tension, vont rester et vont faire qu'on ne redescend pas tout de suite de ce coup de stress et qu'on a l'impression de s'habituer. Mais c'est une fausse habituation et on ne veut surtout pas s'habituer au stress. On veut que le stress continue à être ce mécanisme physiologique normal dans lequel, quand on est peut-être un petit peu en hyper-stress, bah pour le coup, c'est un petit peu le mécanisme par défaut qui commence à s'installer. Et là, en général, c'est quand on veut commencer à faire quelque chose parce que les conséquences de ça ne sont pas toujours très agréables. Alors voilà, j'ai répondu à celle-là, donc je vais passer à la dernière pour qu'on puisse voilà. Est-ce que pour vous, alors on l'a un petit peu déjà abordé, mais les causes de stress sont les mêmes pour tous? Est-ce que peut-être certains d'entre vous veulent nous partager certaines causes de stress que je pourrais reprendre peut-être en exemple s'il y a des facteurs de stress qui reviennent peut-être pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau, on
on en parlait il y a un instant, de clients, d'emploi du temps, un petit peu chargé d'informations. Peut-être que c'est un flux d'informations pour certains aussi. On en parle beaucoup en ce moment de ce stress informationnel. Alors, est-ce que certains, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de partager leur source de stress, vous n'êtes pas obligé, hein, mais entre nous, c'est comme vous voulez. Mais dans ce cas-là, je prendrai des exemples un petit peu au hasard. Donc, si ça matche votre cas, ce n'est pas du tout fait exprès. Mais il y a plusieurs sources de stress qu'on peut catégoriser. Alors, dites-moi s'il y a Ah oui, des... il y a une personne qui dit incompétence managériale. Ouais, donc vraiment le contexte. Hein, ouais. Ouais. Donc, la difficulté peut-être de trouver du soutien au Sur, niveau des hiérarchies. ouais. Surcharge de travail également. Ouais. C'est ce qui va être la majeure, enfin, c'est très, très souvent les sources de stress qui reviennent. On va voir pourquoi. Parce que notamment, une des possibilités de gérer son stress, c'est d'essayer d'enlever le stresseur. Donc, il y a plein de choses qui probablement viennent créer ces petits stress dans la journée, mais qu'on ne remarque pas, puisqu'en réalité, on s'y adapte très bien. Donc, ça peut être par exemple, est-ce que je vais être à l'heure parce qu'il y a un peu d'embouteillage? Bon, si c'est une fois de temps en temps, ou si effectivement on a l'habitude de ce trajet-là, on va réussir à peut-être partir à une autre heure ou changer son trajet, puis à diminuer la source de stress. Si c'est, je sais pas, j'invente un petit peu des exemples, mais on doit déposer les enfants, on va peut-être demander à les déposer un quart d'heure avant chez la nounou pour pouvoir être à l'heure. Et puis finalement, on essaye ou peut-être se faire aider ou déléguer un certain nombre de tâches qui sont des stresseurs qui reviennent dans la journée, mais que peut-être si on a réussi à s'en débarrasser, c'est la meilleure manière de gérer son stress, c'est d'enlever le stresseur. Alors ça, en fait, en général, si on arrive à enlever le stresseur, ça ne nous stresse plus, donc on ne serait même pas là en train d'en parler. Donc en général, ce qu'on va retrouver, c'est ce qui est un petit peu un cran au-dessus, c'est les sources de stress qu'on n'arrive pas à enlever. Et là, en fait, on va voir que les stratégies, c'est pas de nier la source de stress, c'est-à-dire s'il y a une compétence managériale, par exemple, ou s'il y a un problème au niveau de notre hiérarchie ou de l'organisation de la société, on n'est pas du tout là pour dire il faut nier ça, et puis c'est votre stress à vous, donc c'est que à vous de le gérer. Mais c'est peut-être de le gérer d'une autre manière, c'est-à-dire de prendre ce qu'on appelle notre stress subjectif, c'est la manière dont nous on réagit par rapport à ce qui est objectif, c'est-à-dire il y a clairement un truc qui est dysfonctionnel, et puis de voir comment on peut réussir à essayer de peut-être prendre la chose autrement et de faire remonter peut-être les demandes ou les besoins qu'on a d'une manière un petit peu plus objective. Donc ça, c'est vraiment les sources de stress, elles sont différentes pour chacun. On les catégorise en général en sources de stress à la fois, donc je vous disais objectif et subjectif. Alors objectif, c'est quand ça stresserait n'importe qui. C'est-à-dire que clairement, si vous avez un truc à faire pour, je ne sais pas quelle tâche vous pourriez imaginer, mais que par exemple l'entreprise n'a pas le bon logiciel et que objectivement il faudrait, je ne sais pas, Excel, et puis on ne vous a pas mis Excel et donc ça ne peut pas se faire, c'est normal de stresser. Et là, c'est ce que je vous disais il y a un instant, on va avoir peut-être une base plus objective pour dire là, en fait, ça ne dépend même pas de ma réaction à moi, c'est juste que n'importe quelle personne stresserait dans cette situation-là. Donc là, je vais faire remonter l'information à qui de droit, puis peut-être avoir une base un petit peu plus objective pour faire avancer les choses et trouver comment répondre à ce stress-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs subjectifs qui sont plutôt moi dans la situation, pourquoi je réagis comme ça. Alors là, ça peut être n'importe quoi. Déjà, notre biologie, on n'est pas tous les mêmes stressés. Il y a des jours où on a bien dormi, des jours où on n'a pas dormi. Il y a des jours où on a bien mangé, des jours où on a mal mangé. Il y a des jours où on est un peu malade, des jours où ça va. Donc ça, déjà, c'est à prendre en compte et c'est, je crois, s'écouter puis savoir comment nous, on réagit. Si je suis fatiguée et que je sais que ça va être très compliqué pour moi ou que, par exemple, je sais que j'ai facilement des maux de tête quand je suis fatiguée, je peux être un peu plus m'hydrater, essayer de voir si je peux faire une pause de récupération dans la journée et anticiper un petit peu parce que simplement, je sais que pour moi, c'est comme ça. C'est travailler sur la récupération. Alors là, de la même manière, si on voit que ça s'installe dans le temps puis qu'on a du mal à gérer tout seul, à un moment donné, c'est aussi se faire aider parce qu'on a pu voir que par l'observation de comment on fonctionnait, on n'arrive plus à gérer l'excédent de stress par rapport à nos ressources. Hein. C'est toujours ce problème entre ce qui se passe puis nous, comment on réagit. Donc les causes de stress, objectif, subjectif, physique et plutôt mental. Il y a des trucs, ça va créer des ruminations, hein, donc des choses où on va essayer de trouver des solutions. Là aussi, on verra un petit peu quelle piste on peut, quelle solution plutôt cognitive on peut essayer de mettre en place, d'essayer de voir peut-être les choses autrement, d'essayer d'apporter d'autres formes de stratégies de réponse.
Après, il peut y avoir vraiment, ça peut être aussi ce qu'on appelle le stress postural. Donc, je crois que vous allez avoir une séance justement sur l'ergonomie et la posture, hein, il me semble. Le stress postural, qu'est-ce que ça va être? C'est que si je suis sur mon ordinateur comme ça tout le temps, donc déjà, j'ai l'estomac qui est un petit peu rentré. Alors, j'exagère, hein, j'espère que vous n'êtes pas comme ça vraiment, mais vous pouvez vous relier un petit peu à l'idée. J'ai le cou qui est complètement cassé. On appelle ça parfois, en anglais, on appelle ça le text neck. C'est quand on est comme ça. Donc, je peux avoir aussi des douleurs au poignet. Donc, ça, peut-être qu'on ne se rend pas compte sur le coup. Voilà, c'est comme ça, on est concentré. Sauf que répéter, multiplié par le nombre de jours dans l'année et le nombre d'heures dans la journée, à un moment donné, ça vient créer tout simplement un stress postural dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est tout à fait important. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte dans la manière dont on gère notre stress. Il y en a un certain nombre, notamment la sédentarité, la posture. Je vois Victoria qui prend sa bouteille d'eau. C'est aussi un stress qu'on a très très souvent, c'est qu'on oublie de boire de l'eau. Donc toutes ces choses qui sont extrêmement basiques, et je le dis, ça me paraît peut-être à certains d'une évidence d'enfoncer des portes ouvertes, mais la réalité du terrain quand on est en séance avec les gens, c'est que quand on leur demande, il y a déjà les besoins vraiment purement primaires qui sont absolument pas nourris. Parce qu'on n'a pas le temps de manger, parce qu'on n'a pas le temps de boire de l'eau, parce qu'on n'a pas le temps de faire une pause, parce qu'on n'a pas le temps de respirer, de souffler. Donc tout ça, c'est déjà un certain nombre de choses à regarder tout de suite. Donc les causes de stress, elles sont très très variées, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est avant tout la mécanique qu'on va regarder. Il y a quelque chose qui à un moment donné vient créer cette réaction physiologique de stress. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. N'hésitez pas à m'interrompre ou à poser vos questions au fur et à mesure, hein. Alors, je passe un petit peu sur les chiffres parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que vous aurez compris, ou en tout cas si vous êtes là, que c'est dans votre expérience que c'est quand même un problème qui est récurrent et qui s'installe de plus en plus. Et c'est vrai, alors c'est pas pour tout ramener à la pandémie, mais on a vraiment constaté, nous, au niveau un avant et un après, qui est très probablement dû à plein de choses. Donc, on va pas forcément revenir aujourd'hui, mais si vous avez l'impression, vous, peut-être d'avoir un petit peu plus de difficultés à gérer le stress, sentir un petit peu plus anxieux, peut-être à dormir un peu moins bien, concentration aussi, qui sont des choses qu'on a pu constater. On commence à avoir un petit peu d'études et de chiffres là-dessus, qu'effectivement, c'est un petit peu le souci de beaucoup en ce moment. Donc, je crois que le fait de faire de la prévention aussi, c'est pour venir un petit peu détabouiser et dédramatiser le stress et ses conséquences. Alors, justement, les conséquences du stress, en fait, elles sont extrêmement variées aussi. Plein de causes possibles, une réaction physiologique, et puis le problème de cette résistance qui va s'installer, c'est-à-dire que si c'est une fois, puis un coup de stress, ça redescend, les hormones de stress redescendent. Si c'est un stress qui va se prolonger soit dans l'intensité, soit dans la durée, c'est-à-dire beaucoup de petits stress comme ça répétés, ou des gros stress, peut-être qu'on espère plus ponctuels, voire le pire, ce serait des gros stress répétés, s'installe dans la durée cette mécanique de stress qui a ensuite, et ça c'est un phénomène qu'on connaît très bien aujourd'hui, hein, qui est tout à fait compris, expliqué et validé, sur les conséquences du stress qui vont toujours être classifiables à peu près en 4 catégories. Donc là, Goldberg nous les a mis de manière très, enfin, ce qui peut y avoir comme conséquence, mais en gros, les 4 catégories, qu'est-ce que ça va être? Il va y avoir la sphère cognitive. On en parlait, c'est le petit vélo qui se met en route comme ça, c'est quelle solution je vais pouvoir trouver à cette situation? Là, 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 là. Alors ça, c'est très, très connu de beaucoup de gens. C'est aussi l'essuie-glace, c'est-à-dire refaire sans arrêt le scénario qui s'est passé et puis réanticiper, si possible négativement, ce qui va arriver. Alors pourquoi je dis si possible négativement? C'est qu'en fait, on a fait pour faire ça, on est fait pour anticiper tout un tas de problèmes, pour pouvoir y apporter des solutions le plus rapidement possible. C'est comme ça que l'humanité a pu se développer et qu'on est là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas en soi un mécanisme qui est problématique. Le problématique, c'est quand cette cognition et ces ruminations commencent à nous empêcher de dormir, commencent à faire qu'on est fatigué, commencent à faire qu'on n'a même plus envie d'aller se coucher le soir et qu'on procrastine peut-être même d'aller au lit parce que pas du tout envie de repenser à tout ça, ou qu'on anticipe même peut-être que certains d'entre vous, là on est lundi matin, peut-être que certains d'entre vous ont le blues du dimanche soir ou du lundi matin. C'est extrêmement fréquent et c'est un mécanisme qu'on comprend très bien. Parce que justement, cette boucle cognitive se remet en place pour qu'on puisse trouver les meilleures solutions là, pour attaquer la semaine, par exemple. Hein, donc, toute la sphère mentale.
Et puis, la sphère physique, c'est-à-dire que là, dans la sphère physique, on va avoir toutes les conséquences du stress ou ce qu'on appelle les pathologies psychosomatiques, qui ne sont pas du tout que dans la tête, hein, c'est complètement dans le corps. C'est-à-dire, il y a un stress qui, à un moment donné, avec ce jeu d'hormones et de chaînes de réactions physiologiques, vont faire que peut-être, par exemple, un des trucs très classiques, c'est que les hormones de stress sont opposées aux hormones du sommeil. Donc, si j'ai trop de stress dans la journée, je dors moins bien, par exemple. Alors ça, c'est tout à fait mécanique. Pareil, les hormones de stress vont être liées à la manière dont on digère, parce que, en fait, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'expression du fight or flight, du fuir ou combattre. Quand on est en stress, à l'origine, hein, dans ce qu'on appelle le mode comportementaliste, c'est-à-dire comment l'être humain s'est développé, à l'origine, l'homme des cavernes, il fallait qu'il aille chasser ou se défendre ou s'enfuir pour pouvoir gérer les dangers. On est toujours construit sur ce mode-là. C'est simplement qu'aujourd'hui, il nous faut une petite update de software parce que les dangers ne sont plus les mêmes. Mais la mécanique biologique, physiologique, elle est toujours la même. Donc, on va avoir tendance, par exemple, à être plutôt dans un mode soit d'inhibition, c'est-à-dire on a envie de se cacher quand le stress arrive et de dire « Oh là là, j'espère que ce truc-là, il va… » Bon, ce n'est pas sur le long terme une très bonne solution parce que votre réunion, même si elle est annulée un jour, elle va se reproduire, elle va juste être déplacée, puis le stress, il va revenir. Ou alors, on a envie, on se met par exemple très en colère, on a envie de trouver des solutions, de taper du poing sur la table. De temps en temps, c'est très utile, mais là aussi, c'est une question de dosage et d'avoir simplement une réaction qui est appropriée à la situation, en intensité et en durée. C'est pas du tout recommandé, par exemple, d'être dans une bagarre vraiment physique avec ni son client ni son patron, comme aurait pu l'être nos ancêtres dans le temps des cavernes. Donc peut-être que là, il n'y avait pas trop le choix que de se battre. Aujourd'hui, on a les hormones qui génèrent ce même mouvement en nous, mais il va falloir trouver d'autres stratégies pour pouvoir relâcher un petit peu, faire en sorte que cette boucle à la fois cognitive, physique, émotionnelle, hein, la colère, la tristesse que génèrent en nous ces alarmes de stress qui, à un moment donné, peut-être font consommer dans ce qu'on appelle plutôt l'anxiété. Je fais juste une petite parenthèse ici parce que c'est peut-être pas très clair la différence, par exemple, entre le stress et l'anxiété. Le stress, c'est la mécanique physiologique qui se met en route dans mon corps. L'anxiété, c'est beaucoup plus émotionnel, c'est l'anticipation que je vais avoir des événements qui font que ça me met dans un état de peur, tout simplement. Hein. L'anxiété fonctionne avec l'émotion de la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais gérer? Hein, donc, il y a toute une chaîne aussi de réactions émotionnelles et qui vont entraîner un certain nombre de comportements. Hein, donc, c'est là où on va avoir, par exemple, des gens qui vont se mettre dans l'évitement. On va essayer de surtout pas avoir affaire avec le moindre stress possible. Sauf qu'à un moment donné, tout le problème, c'est pas tellement que ces réactions-là existent, ça c'est tout à fait normal, c'est l'intensité de ces réactions-là et est-ce qu'elles m'empêchent de fonctionner. Et je crois que c'est un petit peu ça le message aujourd'hui, c'est qu'en soi, le stress, l'anxiété, l'anticipation, c'est aussi des mécaniques très, très utiles. Un médecin disait il y a quelques années, c'est devenu un petit peu une expression du langage courant, mais le stress, c'est la vie. Oui, parce qu'en fait, si on avait zéro stress, on ne serait même pas en train d'essayer de discuter, on serait stressé par rien. Donc, nos familles, on s'en ficherait, nos amis, on s'en ficherait, notre travail, on s'en ficherait, et on aurait d'autres problèmes, et très probablement même qu'on n'aurait pas survécu en tant qu'espèce. Donc, le stress est tout à fait utile. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que toutes les sphères qui sont indiquées là peuvent être affectées d'une manière qui me pose problème. Hein, donc, en fait, ce qu'on va regarder au niveau du stress, c'est le ratio entre l'action dans laquelle me met le stress, qui là est positif, et la récupération. Et donc, le stress va se gérer à la fois en amont des événements stressants, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un entraînement et de comprendre tout ce qu'on est en train de dire là pour savoir tout à fait à quoi on a affaire et s'y préparer, c'est-à-dire entraîner notre système nerveux à créer des réactions peut-être moins intenses, un petit peu plus réfléchies, de compréhension de ce qui se passe, puisqu'une fois qu'on a compris, déjà, ça diminue un petit peu le niveau d'alerte. Hein. C'est comme tout à l'heure, bon, je sais que le bruit là-bas, c'est normal, c'est des travaux. J'ai compris le truc, je vais peut-être entendre de temps en temps et avoir des petits mouvements comme ça, mais ça ne va pas m'empêcher tout d'un coup de travailler parce que je me demande ce qui se passe. Donc déjà, la compréhension, le fait d'en discuter, encore une fois, de dédramatiser ce mécanisme-là, me paraît absolument essentiel. Ça n'empêche pas le stress de venir.
C'est-à-dire que le stress, il va monter, on va avoir des réunions importantes, on va avoir des clients difficiles, on va avoir des journées où on est moins bien, tout simplement. Peut-être on aura moins bien dormi, peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies. Tout ça va encore se produire. Donc, le moment, il va se produire. Et donc, c'est là qu'on va aussi avoir ce qu'on appelle la gestion du stress a posteriori. Donc, a priori, avant l'événement, j'ai une hygiène de vie qui me permet de plutôt bien faire face. Le moment se passe, le stress va monter. Mais par contre, j'ai une récupération, une manière de gérer a posteriori l'événement qui va me permettre de faire en sorte d'avoir des oscillations de stress normales et pas des espèces de montagnes russes comme ça en gros pics qui là vont avoir des conséquences à terme. La raison pour laquelle on fait de la prévention, c'est simplement les conséquences sur la santé. C'est que si on se met en état de résistance trop longtemps, et on est assez bon pour ça parce qu'on est fait pour résister au stress, c'est l'épuisement en fait après. C'est qu'on a ce ratio entre le mode action et le mode récupération s'inverse et on n'a plus assez de récupération. Forcément, là, c'est là où on commence à voir apparaître des symptômes. Donc là, vous voyez que le stress a aussi des conséquences bien évidemment collectives. C'est pour ça que c'est des sujets qui nous intéressent autant. C'est qu'encore une fois, il y a nous en tant qu'individus et puis il y a comment fonctionne la collectivité si on est tous trop stressés. Donc là aussi, je vous renvoie à comment nos ancêtres ont pu s'adapter et à créer des modes de fonctionnement et des modes de société dans lesquels on arrivait à gérer ce stress. Donc je crois qu'il y a aussi un élément collectif qui est important. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas du tout de nier et de dire que le stress, c'est uniquement une responsabilité individuelle. Bon, tu es stressé, c'est ton problème. Mais c'est aussi d'être soutien des uns des autres, de mettre ces questions-là au centre de la sphère publique comme on est en train de le faire là et de faire beaucoup de prévention parce que ce n'est pas une fatalité en soi, mais ça a des vraies conséquences, aussi bien sur nous individuellement. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en général, on se rend compte, même quand on travaille avec des équipes, alors à la fois individuellement et avec l'équipe, en fait, chacun est stressé, alors peut-être pas des mêmes manières, mais qu'il y a parfois une incompréhension aussi de réaction de stress, puis ça crée une espèce de magma d'incompréhension et de mauvaise communication, alors qu'en réalité, individuellement, on ressent tous la même chose. Donc c'est important aussi d'en parler, puis de voir ce qu'on peut, encore une fois, de manière peut-être un petit peu plus objective, une fois qu'on a compris la mécanique et certaines réactions, par exemple, ou certaines problématiques, on a compris qu'elles viennent aussi de cet environnement qui n'est pas le plus physiologiquement acceptable pour chacun en tant qu'individu. On peut peut-être mettre en place des solutions aussi à un niveau managérial, en parler dans les entretiens annuels, toutes les possibilités que vous pouvez avoir de faire remonter de manière un peu plus objective. Je crois que c'est vraiment des questions à prendre en compte et à pas du tout, pas du tout se dire oui, ça c'est le stress, tout le monde est stressé. Oui, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux ça que la prévention, toujours plus intéressante à mon sens en tout cas. Bon, en même temps, je prêche peut-être pour ma paroisse. Alors, les manifestations physiques du stress, on en parlait. Alors là aussi, pourquoi je le remets là, c'est qu'en fait, c'est une des choses qui, à mon sens, alors c'est pas que c'est la plus facile à traiter, mais une fois qu'on a compris que certaines manifestations, par exemple, d'être un petit peu en apnée toute la journée ou d'avoir beaucoup de tension, en fait, ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien aujourd'hui et il y a des petites choses assez simples, notamment, vous l'aurez dans d'autres conférences, mais comme la posture, qu'on peut venir mettre en place pour déjà décharger un petit peu un certain nombre de conséquences vraiment physiques du stress au niveau des tensions musculaires, au niveau de la respiration. Et petit point particulier sur la respiration, je vous disais que les conséquences du stress, on peut les classifier en plutôt cognitives et mentales, plutôt physiques et plutôt émotionnelles. Et on sait que la respiration, c'est à la fois un très bon indicateur de quel est notre niveau de stress, je vais vous le montrer dans un instant, et en même temps, une très bonne solution qui va marcher comme une première intention de diminution du stress sans qu'on ait même à savoir exactement ce qui se passe. Alors, je vous reprends mon exemple de tout à l'heure. Tout d'un coup, il y a un gros bruit. Ma respiration monte, se bloque, elle est haute et elle s'arrête. Ça, c'est l'état de stress. Alors, quand on a quelqu'un qui vient au cabinet, une des premières choses qu'on regarde, même juste dans la conversation, c'est comment est la respiration. Est-ce que c'est une personne qui débite très très rapidement sans jamais s'arrêter? Est-ce que c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, mais pas grand-chose qui bouge, qui est un petit peu en apnée? Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de tension musculaire? Est-ce que
il y a une aisance corporelle. C'est autant d'indicateurs tout à fait mécaniques pour nous de savoir non pas ce qui se passe dans la vie de la personne, ça, on ne peut pas savoir d'où vient le stress, hein, ça peut être un stress familial, un stress professionnel, peu importe, mais c'est un très bon indicateur du système nerveux qui est bloqué en mode stress. Et donc, rien que en utilisant cette superbe fonction du corps humain, et vous aurez une petite slide si vous avez vous pouvez utiliser tout à fait les slides après comme des petits aides-mémoire un petit peu. Tiens, c'est vrai, on avait parlé de ce truc. Ben, la respiration, alors déjà, je rassure tous ceux qui ont fait des exercices de respiration et qui trouvent ça très, très ennuyeux et que ça n'amuse pas du tout et qui n'ont pas du tout envie de le faire, c'est absolument normal et ça va peut-être vous aider à vous décoincer par rapport à la mécanique des exercices de respiration. C'est qu'un exercice de respiration, on n'est pas fait pour être un exercice, on est fait pour respirer sans s'en préoccuper. Donc on respire à peu près 30 000, je crois que c'est 36 000 fois par jour, un truc comme ça. On n'y pense absolument pas. Par contre, on mange 3 fois par jour, on y pense tout le temps. Ça remet un petit peu en perspective la manière totalement mécanique et involontaire dont se passe notre respiration à chaque seconde quasiment. Hein. Alors là, vous voyez, hop, j'ai repris ma respiration parce que je suis en train de parler. Puis tout à l'heure, j'aurai peut-être une toute autre respiration si je suis en train de faire quelque chose à mon bureau ou en train de me détendre ou même en train peut-être de faire du sport ou de marcher. Notre respiration s'adapte sans arrêt à ce qu'on est en train de faire. La réponse, c'est encore une fois, est-ce qu'à un moment donné, j'ai assez de récupération? Alors, qu'est-ce qui se passe? Mode stress, la respiration, elle monte, le rythme cardio-respiratoire s'accélère un petit peu, on prend plus d'air dans les poumons pour pouvoir justement réagir. Hein, si on reprend notre exemple des hommes des cavernes, ben c'est pour pouvoir tout simplement avoir suffisamment de tension musculaire et d'énergie pour pouvoir s'enfuir. Alors, ce n'est pas tout à fait la réaction appropriée si on est dans une salle de réunion et que tout d'un coup, on a un coup de stress et on ne va pas réellement déguerpir. On ne va pas réellement avoir un éclat physique de déchargement de nos tensions musculaires. Ce ne serait pas tout à fait approprié. Donc, notre respiration s'adapte et ce qui se produit de temps en temps, c'est qu'on va rester. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle le mode sympathique-parasympathique. Je vais vous donner un petit aide-mémoire pour ça. Alors, c'est la pédale de frein et d'accélérateur du système nerveux. Ce qu'on appelle le mode parasympathique, c'est notre mode repos. Tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de stress particulier. La digestion, ça va. La manière dont fonctionne mes sens, ma perception de mon environnement n'est pas particulièrement troublée par un stress quelconque, mais aussi d'autres fonctions auxquelles on ne pense jamais. Par exemple, nos cheveux poussent, nos ongles poussent, notre peau se régénère à chaque instant. Alors, maintenant, s'il y a stress, on se bloque en ce qu'on appelle le mode sympathique. Pour vous rappeler, c'est celui qui n'est pas sympa du tout. Le mode sympathique, c'est le mode qui n'est pas sympa, c'est celui qui justement correspond à cette tension et à ce changement respiratoire. Mais la petite astuce, là, c'est que notre respiration, c'est la seule fonction du corps humain qui est à la fois complètement autonome et sur laquelle, en même temps, on peut avoir un contrôle. C'est-à-dire que autant je ne peux pas me dire, là, en me concentrant très, 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 très fort, que mes cheveux vont arrêter de pousser, c'est complètement indépendant de ma volonté et je n'ai pas de prise là-dessus, ou au contraire, que je vais les faire pousser tout d'un coup très, très vite, ça ne se produira pas. Par contre, je peux décider d'arrêter de respirer. Et ça, c'est tout à fait particulier. Et c'est pour ça que toutes les techniques de gestion du stress vont à un moment donné parler de respiration. C'est que c'est notre meilleur indicateur de l'état de notre système nerveux et notre meilleur outil de manière tout à fait mécanique, même sans savoir ce qui se passe émotionnellement, cognitivement, psychologiquement. Qu'est-ce que je peux faire pour appuyer sur la pédale de frein, inhiber ce qu'on appelle ce mode sympathique qui n'est pas sympa en fait, et revenir sur ce mode parasympathique qui est celui de tout refonctionne comme ça doit fonctionner et qui donc fait qu'on se remet dans une boucle beaucoup plus vertueuse et pas cette boucle de il n'est pas du tout le temps de digérer ou de faire quoi que ce soit puisque je suis en stress total, donc c'est pas du tout le moment de savoir si je suis en train de digérer tranquillement, si j'ai faim. Non, il n'y a plus rien qui compte que ce mode qu'on appelle parfois le mode survie, hein, le mode stress exagéré. Autant le stress, il est normal dans la vie, autant le mode installé dans le stress ou stress trop intense, on appelle ça à un moment donné le mode survie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors, là, je crois que les slides, voilà, là, je vous parlais. Donc, vous aurez tout ça sur les slides. Hein, donc, ce que je vous disais au niveau de la fuite, de la lutte et de l'inhibition, la mécanique du stress. Et puis, attendez, c'est un petit peu plus long.
alors, on reviendra à la slide de respiration, mais vous aurez tout ça. Donc, ce que je vous recommande particulièrement, les slides se coincent un petit peu au moment de les passer, enfin, je m'excuse de ça. Ce que je vous recommande particulièrement, c'est notamment, alors vous verrez sur les slides la respiration abdominale. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Peut-être que dans d'autres webinaires, vous aurez peut-être plus d'indications, parce qu'on peut pas, ça demanderait 1 heure entière en fait, de parler de la respiration, même peut-être plus. Mais 2 choses à retenir, c'est la respiration abdominale, mais tout le monde ne va pas nécessairement du premier coup comme ça pouvoir ni la sentir, ni s'y connecter, ni l'activer. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration abdominale? C'est tout simplement que, au lieu d'être ici, la respiration, elle est ce qu'on appelle une respiration ventrale. Alors, ce n'est pas tout à fait ventral, en fait. C'est au niveau de l'abdomen, mais c'est aussi au niveau de notre... C'est un diaphragme détendu. Donc, en fait, alors je vais vous montrer à quoi ça correspond. Vous allez voir que mes épaules ne vont pas bouger. Alors, le faites pas à ce point, vous, parce qu'en fait, là, je vous le montre de manière exagérée, mais c'est simplement, vous allez voir la main au niveau de mon ventre qui bouge. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre rentre. Alors là, je vous le montre de manière exagérée. Le mouvement est même pas recommandé d'avoir un mouvement aussi ample et certainement pas toute la journée. C'est des modes d'entraînement, mais pour pouvoir relâcher un petit peu au niveau de notre diaphragme, qui est un muscle plateau de la respiration et qui, toute la journée, monte et descend au gré de nos inspires-expires. En fait, ça fait ça. À l'inspire, le diaphragme descend, le ventre se gonfle. À l'expire, il remonte et le ventre rentre. Ça fait un mécanisme comme ça. Et ça vient masser notre ventre, en fait. Et quand on est stressé et qu'on a des maux de ventre, par exemple, pratiquer la respiration abdominale qui va venir masser notre ventre, redonner de l'espace à notre système digestif, est une solution pas immédiate dans le sens qu'il faudra un petit peu d'entraînement, mais qui fonctionne indépendamment des sources de stress particulières qu'on pourrait avoir. Si vous pensez à alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui détestent les chats, mais je vais quand même prendre cette image-là parce qu'elle est assez parlante. Mais un chat qui est en train de se concentrer je vois, moi, sur une souris ou ce que vous voulez dans son environnement, il va être complètement dans une espèce de concentration absolue avec les muscles un peu tendus comme ça. Et on sent même la concentration là, du chat qui va sauter sur sa proie. Et puis une fois qu'il a fini de jouer avec sa souris, le chat, il va se mettre dans un petit coin au soleil. Et puis là, si vous mettez votre main sur un chat qui dort et qui récupère, vous avez le ventre qui monte et qui descend comme ça. Et ça monte et ça descend. Et c'est le mode récupération. Et c'est complètement lié à ce système nerveux dont je vous parlais. Vous n'avez pas besoin de retenir, mais sympathique, parasympathique. On a besoin de se mettre en mode récupération. Le fait de réactiver notre respiration abdominale, c'est exactement ça. C'est de venir envoyer le signal. Si j'ai le temps de faire ça, je reprends le contrôle volontaire d'un truc qui est normalement complètement involontaire. Mais si j'ai le temps de le faire, c'est qu'il n'y a pas de stress immédiat. Et donc, c'est une espèce de petit hack comme ça qu'on peut faire, un petit truc pour inverser la mécanique. Alors, après, c'est comme la gym, la respiration, il ne va pas y avoir d'effet sur le très long terme tout de suite. Ce n'est pas en faisant 1 ou 2 exercices de respiration qu'on va avoir pour toute la vie, on sait gérer notre stress et il n'y a plus de problème. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je pratique plusieurs techniques de relaxation, de respiration comme la sophrologie et d'autres. Il me faut encore le faire, soyons très très clairs. Mais par contre, le fait d'avoir la mécanique, de l'avoir entraînée, fait qu'au moment où on en a besoin, on revient dans ce a priori, a posteriori, où il devient beaucoup plus facile de gérer. Il y a une flexibilité, on appelle ça une flexibilité et une agilité du système nerveux à venir faire les adaptations nécessaires au moment où il y a des sources de stress. Mais soyons très clairs, il n'y a pas zéro stress, même pour les sophrologues, même pour toute personne qui serait habituée à la gestion du stress. Il y a simplement une meilleure récupération, c'est tout simplement ça. Donc ça s'entraîne. Il y a un petit truc qui peut être très utile. Alors c'est respiration, c'est où elle est, donc abdominale pour la récupération, et le rythme de la respiration. C'est-à-dire que quand je vais être stressée, ma respiration, elle est haletante. Et donc, je vais revenir mettre une respiration lente avec des longues expires. Et il y a un outil qui est très très bien pour ça, qui est complètement gratuit, qui est l'application Respirelax. Je ne sais pas si vous la connaissez ou qu'elle vous a déjà été recommandée. C'est depuis
les joies du confinement, je crois qu'il y a eu des téléchargements de Respirelax. Ils ont dû avoir des pics de téléchargement assez impressionnants parce que beaucoup de gens en ont parlé. C'est une application que les sophrologues on utilise énormément, qui est tout à fait gratuite et qui permet de se mettre dans un rythme de la respiration qui va faire redescendre quasi automatiquement. C'était tout à fait étudié pour, ça c'est pas du tout sorti du chapeau, mais ce rythme fait que les hormones de stress vont redescendre, c'est-à-dire qu'on a une récupération qui, si on a un pic de stress dont on parlait tout à l'heure, nos hormones de stress qui montent, bah pour le temps que ça redescende, il va falloir plusieurs heures. Si on pratique une respiration du type cohérence cardiaque, comme le propose une petite application de Respirelax, donc vraiment un rythme plus lent de respiration, on va récupérer en quelques minutes, là où dans la vie quotidienne, il nous faudrait plusieurs heures. Donc ça, vraiment, la respiration va nous permettre, donc là, vous voyez les niveaux de stress, on en a parlé, hein, donc le stress qui est normal et positif parce qu'il nous fait nous mettre en action et nous fait avoir les réactions, on les espère, les plus appropriées possibles. Tolérable, on commence à être un petit peu dans une zone de résistance, on s'installe dans le stress, ou alors le stress est peut-être plus important un jour qu'un autre, en fonction de ce qui se passe dans vos journées. J'ai perdu la présentation. Et puis, à un moment donné, ce stress qui devient là pour le coup toxique parce que véritablement, il y a, on est un petit peu, vous pouvez imaginer on baigne un peu dans ces hormones de stress et que du coup, bah, le sommeil va moins bien se réguler, l'appétit va moins bien se réguler, la fatigue va s'installer, la respiration va changer, les muscles vont se tendre. Et là, on commence à avoir les effets pas tout à fait sympas de ce stress qui peut par ailleurs être tout à fait positif. Donc la respiration permet de revenir assez rapidement à un niveau de stress qui est beaucoup plus normal. Alors je passe à la dernière slide simplement pour la facilité de dérouler les slides, mais on en parlait, la manière de gérer les sources de stress, bah, la première c'est d'essayer de supprimer la source de stress. Alors c'est pas toujours facile, mais pourquoi elle est quand même indiquée, c'est que parfois c'est un petit peu le problème qu'on a parfois qui est tout à fait humain, hein, pas de problème avec ça, on n'est pas parfait, mais c'est simplement que parfois on se noie dans un verre d'eau. Donc, il peut être très utile de faire le point aussi de temps en temps, début de semaine, une fois de temps en temps dans la semaine. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux déléguer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux tout simplement peut-être ne pas faire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dont on ne peut pas discuter pour supprimer au maximum les sources identifiées comme des sources de stress? Alors, il y a également un autre aspect important dont on n'a pas énormément parlé, mais qui est de recevoir un soutien social. Alors, qu'est-ce qu'on appelle recevoir un soutien social? Ben, en gros, on peut, alors par exemple, imaginez, vous faites un exercice de relaxation, puis vous revenez à un stress beaucoup plus physiologiquement acceptable pour vous. Et à un moment donné, on est bien avec soi-même, mais l'environnement, il existe toujours. Et donc, c'est hyper important pour l'être humain d'avoir aussi un soutien social. Ça compte complètement dans la manière dont on va se sentir ou pas stressé dans notre environnement. Et là, j'attire un tout petit peu votre attention sur ce qu'on appelle ces soutiens dans la gestion du stress. C'est simplement que parfois nos proches ne sont pas toujours les meilleurs conseilleurs. C'est-à-dire que quand on appelle soutien social dans la gestion du stress, c'est qu'il est extrêmement important d'avoir déjà dans son entourage quelqu'un à qui on peut décharger son compagnon, une amie, une collègue, qui vous voulez, pour décharger son stress. Mais il y a une petite nuance à faire à ce niveau-là, qui est que parfois ça nous entretient notre stress. C'est-à-dire que c'est à vous, simplement, c'est une petite vigilance à avoir, mais on parlait tout à l'heure de revenir à des stresseurs objectifs pour pouvoir simplement les escalader. Par exemple, si c'est de la source du travail, ben, ça va nous faire du bien de rentrer à la maison, puis de décharger, et puis de dire « Ah, il y a encore trop de travail !» Mais on y est toujours dans le stress. Alors que si à un moment donné, on se pose et qu'on se dit « Ok, alors, qu'est-ce qui véritablement est stressant? Comment ça se passe? Est-ce qu'on ne peut pas analyser un petit peu les choses et faire remonter, par exemple, à son manager, aux ressources humaines, à des coachs ou autres qui vont avoir un regard un petit peu plus objectif, là, on peut se mettre dans un mode solution. Les deux sont essentiels. On a aussi besoin de moments où on est juste avec des amis, puis on n'a pas besoin de chercher de solutions particulières. D'ailleurs, quand on décharge notre journée sur nos proches, en général, on ne s'attend pas à ce qu'ils aient des solutions en réalité. Alors, ça peut créer aussi des sources de frustration. Donc ça dépend aussi, hein, le bien des ménages, dans quelle mesure on va se décharger de son stress à la maison. Donc, il est important qu'on ait ces relais-là, mais avec cette petite vigilance sur comment on le fait et est-ce que ça nous apporte véritablement des solutions.
Est-ce que ça nous permet véritablement de gérer ce stress? Et puis ensuite, vous avez modulé les conséquences du stress. Et là, par exemple, faire des exercices de relaxation musculaire, de respiration, de sophrologie, de ce qu'on appelle la relaxation musculaire progressive, de réapprendre à notre système nerveux à générer d'autres réactions que tout de suite une réaction de tension. Ça, c'est des entraînements. Ça fait partie, à mon sens, mais je pense que de plus en plus, c'est considéré comme ça, simplement du basique d'une hygiène de vie équilibrée, de pouvoir aussi redescendre, se mettre en récupération. Alors, ce qu'on appelle récupération, là encore, à chacun d'avoir cette petite vigilance, cette petite conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Est-ce qu'on est en train de s'affaler sur le canapé le soir en regardant la télé, auquel cas il ne se passe pas grand-chose de particulier au niveau de la récupération, parce qu'en plus on est mal installé, et puis peut-être on est encore en train de penser à ce qui s'est passé, ou est-ce qu'on est en vraie pause, peut-être un peu plus courte, peut-être un quart d'heure en fin de journée, où on fait un petit peu par exemple de respire relax, où on se pose tranquille. Pour certains, peut-être que la méditation va marcher, pour d'autres, ça va être l'horreur, parce que sans transition, venir se mettre en état méditatif, c'est extrêmement compliqué. Si c'est votre cas, je vous recommande la relaxation musculaire. Donc, par exemple, avec un exercice guidé, alors on en trouve partout aujourd'hui, de venir se mettre en relaxation musculaire comme ça progressive, de souffler, de respirer, de faire des petites tensions relâches. Vous aurez, à mon avis, on vous en reparlera dans la semaine si vous suivez les autres webinaires. Ça peut être des sas tout à fait intéressants pour venir redescendre un petit peu de sa journée de stress. Et on en parlait tout à l'heure, le sommeil est directement lié au stress qu'on a ressenti dans la journée. Donc, ça peut aussi permettre de tranquillement s'installer plus dans la récupération dans la soirée et de mieux dormir à terme. Encore une fois, ces mécanismes-là, c'est des vases communicants. C'est pas en une fois comme ça ce que je suis en train de vous dire que vous allez sortir de là, ou alors ce serait vraiment génial, mais en disant ça y est, c'est bon, j'ai toutes les réponses à mon stress, je serai plus jamais stressée. C'est pas du tout le cas. Ces mécanismes, ils se produisent. C'est quelle est la conscience que j'en ai et avec les connaissances que j'en ai, qu'est-ce que je peux déjà mettre en place pour progressivement mettre en place ce qui va convenir à chacun. Ça va être une réponse légèrement différente. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs propositions. La mécanique, elle est la même chez tous les êtres humains. Mais après, c'est que du cas particulier. Donc, avoir déjà la connaissance, puis les trucs qui vont marcher pour à peu près tout le monde. La respiration, ça va être chez tout le monde, c'est pareil. Et puis après, il y a quand même des cas particuliers, même dans la respiration. Par exemple, si, je sais pas, moi j'imagine n'importe quoi, mais quelqu'un qui aurait eu un accident à un moment donné, ou une suite, je sais pas, une côte qui s'était cassée, qui bloque le système de la respiration, il faudra peut-être regarder pourquoi cette personne-là a un peu plus de mal que quelqu'un d'autre. Mais ça n'empêche pas que de revenir à des expirations un petit peu plus lentes, se poser, faire le point, ça va rester une mécanique qui est la même là pour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a vous me dites s'il y a des questions ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que je peux en parler pendant des heures. Donc, petit à petit, on va en arriver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à changer notre perception sur du stress, sur le stress qu'on vit. C'est pas du tout évident, c'est pas du tout nier ce qui se passe de manière peut-être organisationnelle dans la structure dans laquelle vous travaillez. Mais en tout cas, ça nous permet peut-être d'avoir une manière plus objective de pouvoir en parler et de trouver des solutions. Et puis, je voulais juste vous proposer, là, avant de terminer, une autre manière de venir repenser le stress, qui est là encore pas du tout une réponse qui va être absolument évidente pour tout le monde, et puis faut pas le voir comme un outil absolument miraculeux, mais qui nous permet d'agir sur cette perception du stress. Et c'est ce qu'on appelle la pyramide des moyens des exigences. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça, mais autant avec la respiration, on était dans une réponse, une stratégie de gestion du stress qui est assez automatique, assez mécanique, complètement physiologique. Alors, n'en demeure pas moins que c'est la porte d'entrée, puis après, on peut aller voir tout un tas de problématiques plus émotionnelles, sachant qu'une émotion, pour vous donner le point de repère, c'est en fait un signal. Une émotion, c'est un peu comme un panneau de signalisation. Si je ressens de la peur, c'est juste une indication qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon environnement qui déclenche mon stress. Une émotion, c'est pas tellement plus que ça. Alors, dans le côté désagréable, ça, j'entends bien que ça peut être extrêmement désagréable de ressentir des émotions de colère ou de peur ou de tristesse, mais ça reste un panneau de signalisation qui correspond à un besoin qu'on a. Donc ça, pour tout ce qui va relever de la sphère émotionnelle, je vous invite vraiment à essayer de voir si vous arrivez à identifier à quel besoin ça correspond chez vous. Par exemple, la colère, ça
très souvent, ça va correspondre au fait qu'on n'a pas été entendu dans quelque chose. Si ça fait 50 fois qu'on demande des moyens supplémentaires, qu'on demande un truc, qu'on a bien objectivisé la chose, qu'on sait quel logiciel ou combien de personnes il nous faut pour gérer un problème et que c'est toujours pas le cas, on va avoir envie de l'exprimer encore un petit peu plus haut, un petit peu plus fort et de taper un petit peu plus du poing sur la table. C'est une réaction tout à fait normale. Donc, si j'identifie le besoin qu'il y a derrière, peut-être la manière, je peux peut-être ensuite en parler autrement et dire voilà, vraiment, là, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas, quoi. Et ça peut redéclencher la conversation de manière plus constructive. Ça, c'est toute la sphère émotionnelle et c'est vraiment un entraînement, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Et là, avec cette pyramide des moyens, des exigences, bah, on est justement sur l'identification du besoin et le côté plus cognitif. Ça, c'est notre quatrième pan de la roue. C'est une fois que j'arrive à évacuer un petit peu, que éventuellement je mets en place des techniques, comme vous le verrez probablement dans d'autres webinaires, d'éviter un peu les méfaits de la sédentarité, de souffler, de bien m'hydrater, de faire des exercices de respiration, de relaxation. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il se passe que j'ai peut-être toujours la sensation que par rapport à la situation dans laquelle je suis, je n'ai pas les ressources nécessaires. Donc, il y a un certain nombre d'attentes dans mon environnement. Alors, on va voir là encore, hein, les attentes, elles peuvent être des attentes de l'environnement, mais parfois, on ne se rend pas compte que c'est des attentes que nous, on a mis aussi. C'est souvent un mélange des deux. Et puis, il y a les moyens qui sont à ma disposition. Et là, il y a des exercices un petit peu plus cognitifs. Parce que, pourquoi je vous propose différentes pistes de stratégie, c'est qu'on est tous différents. Et il y en a pour certains pour qui ça va extrêmement bien marcher de mettre les choses sur papier puis de se dire, voilà, je fais un peu ma pyramide d'équilibre là, de ce qui est à ma disposition pour pouvoir demander peut-être les choses qui ne le sont pas. Et il y en a d'autres pour qui on va être avant tout dans quelque chose de très physiologique et auquel cas la respiration sera peut-être une stratégie plus adaptée en première intention. Donc, pour la sphère un petit peu plus cognitive, bah, on va pouvoir se rendre compte que le stress va naître de masse de ces attentes par rapport à un petit niveau de ressources disponibles. Ça peut être du temps, une deadline extrêmement serrée, ça peut être un manque de moyens, ça peut être, là encore, un client un petit peu difficile par rapport auquel je n'ai pas la ressource, parce que ce qu'il me demande, c'est absolument infaisable, en fait. Donc, grand niveau d'exigence de mon client, absolument aucune solution que je peux lui apporter, ça va me mettre dans un état où je me sens complètement mis dans un coin parce que je n'ai pas de réponse, en fait. Donc, bien évidemment, surtout dans le cas où on n'a pas de réponse, je crois que c'est le cas le plus compliqué du stress à gérer, où là, il faut tout le panel de solutions et de stratégies possibles pour gérer ces moments-là. Mais si on part d'un exemple comme ça, où on sent qu'on a beaucoup plus d'attentes posées sur nous que de ressources, ce qu'on va essayer de faire, c'est de changer la perception et d'identifier un petit peu mieux quels seraient les besoins justement en ressources pour soit les demander, soit aller les chercher. Et souvent, on se rend compte qu'on en a plus que ce qu'on pensait. Et que finalement, par exemple, par rapport à un client difficile, ma ressource, elle peut être une ressource tout à fait interne de ce qu'on appelle parfois d'assertivité et de confiance, de pouvoir lui expliquer très objectivement que là, on n'a pas la réponse à sa question et qu'il peut le dire dans toutes les langues qu'il veut et avec toutes les intonations qu'il veut, je n'aurai toujours pas la réponse à sa question. Alors ensuite, on peut l'escalader et puis voir se soustraire de la source du stress en ne travaillant plus avec ce client, par exemple, hein, parce qu'il y a des moments dans lesquels c'est tout à fait OK et ça fait partie des ressources aussi, cette ressource de dire non, par exemple, où on peut comme ça inverser et avoir finalement plus de ressources par rapport aux attentes. Alors encore une fois, il y a des situations dans lesquelles ça ne va pas beaucoup dépendre de nous, mais il faut déjà savoir où on va. Donc, on va déjà essayer de définir. Donc là, vous allez avoir un petit peu le mode d'emploi de comment travailler d'un point de vue plus cognitif. Et on vous a pris comme exemple qui peut parler un petit peu à tout le monde pour que vous compreniez bien l'exemple de prendre sa santé en main. Par exemple, pour gérer mon stress, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais essayer d'avoir un rythme de vie un petit peu plus santé, quoi. Ce qui me permettrait peut-être de mieux dormir, de mieux gérer le stress, de me sentir moins oppressée, par exemple. Puis vous pouvez le décliner vraiment en tous les objectifs possibles inimaginables, mais encore faut-il savoir où on va, parce que le cerveau, il aime bien avoir des lignes directrices quand même. Donc on commence par avoir un objectif, puis on va décomposer, et on va décomposer en regardant les moyens qu'on a.
Donc, par exemple, pour prendre la santé en main, alors là, on vous a inventé complètement un exemple, mais par exemple, je me dis que j'ai du temps le week-end, donc ça peut être pas mal pour peut-être aller courir, qu'on s'est aussi inscrit dans une salle de sport, c'est tout à fait objectif, mais ça rentrerait complètement dans ce but-là. Et puis qu'en plus, on s'est un petit peu interrogé sur, alors là, on vous a mis l'alimentation, mais ça peut être sur le stress. Vous pouvez encore une fois le décliner à tout ordre de problème, que ce soit personnel ou professionnel. Par exemple, il vous manque un certain nombre de compétences par rapport à ce que vous devez faire, ça tombe bien. Je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais j'ai un nouvel ordinateur. Au bureau, on me propose une formation et ça tombe bien, il y a quelqu'un qui vient d'être embauché qui a un peu ces compétences-là. Donc, on va faire une espèce d'entonnoir de tous les moyens dont on dispose et on va regarder quelles sont les exigences. Alors, pour bien comprendre encore cet exemple assez facile de prendre ma santé en main, on va regarder qu'il y a dans les exigences, alors je passe un petit peu parce qu'on a élargi les moyens également, c'est que là, par exemple, on a commencé par élargir les moyens à des choses qu'on n'avait peut-être pas vues au début. Donc ça, il y a souvent des choses qu'on n'a pas nécessairement vues au début. Donc là, par exemple, on vous a mis, tiens, mon frère a déménagé dans la même ville, il est sportif, donc ça va me motiver. Et en plus, je vais pouvoir me faire offrir un vélo, donc ça va participer aussi à la reprise en main de mon lifestyle. Et puis, dans la liste d'exigences, on va remarquer qu'il y a des exigences qui sont des exigences plutôt objectives. Donc, par exemple, pour reprendre ma santé en main, ce serait bien que je dorme. Ce serait bien peut-être si je suis en surpoids que je perde un petit peu de poids. Mais on va peut-être aussi inconsciemment, parce que c'est pour ça que ça sert de faire l'exercice, c'est de poser vraiment noir sur blanc qu'il y a peut-être des exigences dont on va se rendre compte que c'est un peu nous qui les mettons. Par exemple, si on se dit qu'il faut absolument qu'on suive le régime paléo pour perdre du poids ou qu'on perde 5 kilos en une semaine, est-ce que c'est pas quand même un tout petit peu trop exigeant par rapport à l'objectif qui était juste de reprendre sa santé en main, qui était juste déjà d'aller courir un petit peu? Est-ce que je suis obligée, par exemple, de me dire ce que je vois parfois en consultation, du coup, je vais courir 5 fois dans la semaine en sortant du travail alors que je suis déjà fatiguée et je vais faire 10 km. Je maintiens ma fatigue. Donc, il y a quand même une balance entre l'objectif qu'on a et puis les attentes qu'on va avoir. Certaines sont tout à fait normales et objectives. D'autres, on va pouvoir essayer peut-être de travailler dessus et de changer notre perception. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus, là encore, physiologiquement acceptable, qui est, il y a plus de ressources que ce que je pensais, parce que j'ai pu peut-être penser à quelqu'un d'autre qui, en fait, pourrait m'aider, et puis changer un petit peu mon emploi du temps, ou des choses vraiment qui ne sont pas forcément très compliquées, mais qu'on n'avait peut-être pas vues. Et changer la perception aussi des exigences. Alors là, je fais appel aussi à ce qu'on appelle l'anxiété de performance et le perfectionnisme, qui sont de très très bons amis de faire les choses bien. Et pourquoi on changerait quelque chose quand ça nous aide à faire les choses bien? Mais encore une fois, c'est quand est-ce que ça va dépasser le curseur et que ça va nourrir notre stress parce que justement, on veut trop bien faire. Alors, je ne vous dis pas du tout parce que je faisais de la préparation à des examens une fois, puis il y a des étudiants qui m'ont dit, mais alors, ça veut dire qu'en fait, on ne fait plus rien, quoi. Donc, en fait, on se dit qu'on on a fait de notre mieux, puis que... Mais non, on est bien d'accord qu'à un moment donné, si on ne passe pas l'examen ou qu'on ne fait pas ce qu'on nous a demandé, on va avoir d'autres conséquences qui vont être des conséquences peut-être de simplement pas pouvoir avancer ni dans notre carrière, ni dans nos études, ou des conséquences disciplinaires si clairement on y montre de la mauvaise volonté juste parce qu'on avait un stress peut-être de présenter quelque chose. Donc, bien évidemment, ça va rentrer dans notre balance. Souvent, si on évite, évitement égale autre conséquence. Donc, ça ne va pas nécessairement nous aider à gérer notre stress. Mais de venir faire ce petit travail cognitif qui nous demande aussi de prendre du temps, et ça, je vous invite à le faire dans un moment calme. Et ce n'est pas du tout superflu parce qu'on pourrait se dire, oui, mais d'accord, mais bon, encore une fois, s'il manque des ressources dans l'entreprise, moi, je veux bien, mais j'ai toujours plus d'exigences que de moyens. Mais le fait de venir le faire comme ça, de le décomposer, de comprendre la mécanique, d'où ça vient, va nous permettre de réenclencher sur des conversations beaucoup plus constructives, de trouver des solutions, là encore, à un niveau collectif. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aussi vous montrer cette stratégie-là, qui est plus cognitive. Donc,
pas forcément, encore une fois, quand on pense à stress, on pense peut-être juste à quand on se sent stressé comme ça. En réalité, on a plusieurs stratégies possibles. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. C'est vraiment le combo de tout ça, petit à petit, qui va faire monter ce qu'on appelle en prise de conscience d'où est notre stress, de comment on fonctionne. Et à mon sens, en tout cas, mais je pense que c'est le cas de tous les intervenants que vous allez avoir cette semaine si vous assistez à d'autres webinaires, c'est dans ce sens-là qu'on va. C'est-à-dire, c'est pas du tout une responsabilité uniquement individuelle. Le stress, il existe dans la vie, quoi. Hein, et encore plus ces dernières années, on en a eu un certain paquet de sources de stress. Mais c'est comment, en se connaissant, en ayant pris conscience de la mécanique, des solutions possibles et simplement en faisant tourner la mécanique, hein, juste, il n'y a vraiment pas de secret, il n'y a pas une solution miraculeuse, de construire une forme, non pas de résistance, mais de résilience et de capacité à transformer ce stress et à revenir dans quelque chose de positif. Voilà, donc voilà ce qu'on voulait un petit peu partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. En fait, on avait une remarque d'une personne en fait au moment où vous avez parlé du soutien social, comme quoi il ne faudrait pas oublier le recours aux représentants du personnel siégeant notamment au sein des CSE où existe une commission santé, sécurité et conditions de travail qui peut réaliser des enquêtes dans le cadre de la prévention des RPS, risques psychosociaux. Ouais. Absolument. Et c'est là où parfois, avoir aussi décomposé un petit peu, compris la mécanique, on va peut-être réussir à en parler un peu plus facilement, de manière un petit peu plus constructive. Parce que c'est sûr que si on arrive parfois en disant je suis stressée puis qu'on ne sait pas trop expliquer parce qu'on ne comprend même pas soi-même, hein, ça arrive très très souvent. Les motifs de consultation, la première chose que me disent les gens, c'est je suis stressée. Mais ça veut dire quoi en fait? Parce que ça ne va pas être la même chose d'une personne à l'autre. Et c'est une fois qu'on commence à décomposer un petit peu, puis qu'on voit un peu mieux le profil de la personne, quel est l'environnement dans lequel elle évolue, qu'on arrive à regarder cette interaction et à prendre des mesures qui vont être les bonnes pour cette personne-là, peut-être pas pour une autre. Hein. Quelqu'un qui va avoir un travail très physique avec les 3 à 8 n'aura pas du tout les mêmes sources de stress que quelqu'un qui, je sais pas moi, sera comptable dans une très grande entreprise avec des deadlines très chargées, mais un travail sur bureau, sur mon horreur, les tableaux Excel, on ne voit rien là. On parlait de stress postural, voilà, ça peut être d'autres. Vraiment, il y aura autant de sources de stress qu'il y a d'individus et de postes différents. Absolument, c'est extrêmement important. Ok, écoutez, je pense que Ok, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais vous partager le petit lien pour ceux qui souhaiteraient soit poser des questions, soit nous faire des remarques, soit s'il y a je sais pas, des remontrances ou ce que vous voulez, des sources de stress qui sont apparues pendant le webinaire, tout ce que vous voulez. Voilà, où vous pourrez faire remonter vos questions si vous en avez. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui là qui ouvre un petit peu, d'après ce que j'ai compris, le cycle de webinaire là, pour cette semaine. C'est ça. À mon avis, sont tous très complémentaires. Oui. Exactement. Merci à vous. Alors, merci Sophie. Merci à tous les participants et puis bon, on vous souhaite une bonne journée, une belle continuation. Ouais. Bonne semaine. Merci beaucoup. Et puis à tous les autres participants, peut-être à demain et rendez-vous au prochain webinaire.